Bonjour, dans une précédente vidéo, je me suis efforcé de vous montrer la prédominance du non-verbal dans notre expression sur les mots. Et en fait, ça peut paraître curieux, mais c'est tout à fait naturel. Notre expression naturelle, notre mode de communication naturel, il est non-verbal. Un bébé s'exprime complètement de façon non-verbale et il communique beaucoup. Il va lui falloir du temps pour apprendre à mettre sur cette communication des mots, puis ensuite apprendre à associer ces mots, apprendre à structurer les phrases et enfin éventuellement apprendre à structurer un discours. C'est à tel point que même dans notre communication d'adulte, le non-verbal reste bien sûr très prédominant et prioritaire, non seulement parce que quand quelqu'un nous adresse la parole, on est en lecture permanente de son non-verbal, mais ensuite parce que même quand nous parlons, quand nous nous adressons nous-mêmes à quelqu'un, nous sommes en lecture du non-verbal de la personne à qui on s'adresse. Si la personne à qui vous parlez reste complètement froide et distante en regardant ailleurs, ça peut devenir extrêmement perturbant. De même, quand on parle à quelqu'un, on adapte notre discours en permanence au retour qu'on obtient de cette personne. Si la personne se montre très intéressée ou si elle se montre parfaitement indifférente en bâillant ou si elle fronce ses sourcils pour montrer qu'elle ne comprend pas ou si elle a un visage fermé qui montre une forme de désapprobation, on va adapter notre discours. Donc on a besoin de ce retour en permanence et on en a tellement besoin que quand on demande aux gens quelles sont leurs plus grandes peurs, les deux peurs qui reviennent le plus souvent, c'est de parler à un inconnu ou de parler en public. Et effectivement, quand on parle en public, le retour qu'on obtient d'une foule, d'un ensemble de gens, c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose de flou, c'est quelque chose souvent en plus de pas très fiable, et ça devient très difficile, et la solution consiste souvent à aller chercher des retours, non pas chez les gens à qui on s'adresse, mais en interne. Ça consiste souvent à se reposer sur la cohérence entre ce qu'on a envie d'exprimer et ce qu'on exprime réellement. C'est un mécanisme qui demande un apprentissage à tel point que la première fois qu'on vous demande de parler en public, c'est quelque chose de très impressionnant parce qu'on se rend vite compte qu'on n'a pas les clés. En fait, on sait parler, mais parler en public, c'est un exercice différent à tel point que certaines personnes ne prennent jamais la parole en public. Alors pour montrer le manque de fiabilité du retour qu'on obtient d'une foule, il y a un exemple que j'aime bien, c'est celui de Nicolas Sarkozy en 2014, alors qu'il postule et qu'il fait campagne pour redevenir président de l'UMP et par la suite, dans ses projets, président de la République. Il donne un discours dans une zone de France où on s'est montré particulièrement réfractaire au mariage pour tous, dont le débat est relativement récent, et il va intervenir en disant: quand nous serons de retour au pouvoir, nous amenderons la loi Taubira et le mariage pour tous. Et là, il y a un petit groupe au fond de la salle qui crie « Abrogation, abrogation !» Et Nicolas Sarkozy, dans son élan, il reprend sa phrase en « Vous voulez que je dise abrogation, que nous abrogerons ? Eh bien, nous abrogerons la loi Taubira !» Et le lendemain, il se fait trier par la presse. D'abord parce que c'est quelqu'un à qui son opposition a toujours reproché de gouverner au sondage, et là il montre qu'il est complètement influençable. Ensuite parce que sur le coup de l'improvisation, il prend une position qui n'est pas majoritaire dans son camp, les gens préfèrent mettre ce débat de côté. Et enfin parce qu'on ne peut pas promettre d'abroger, il y a des verrous constitutionnels, et lui en tant qu'ancien président, il devrait le savoir. Pas très adroit. Ce qui est plus compliqué encore que le discours en public, c'est l'interview. Alors ça paraît plus rassurant parce que ça va se faire dans un studio, avec une certaine forme d'intimité avec l'intervieweur ou l'ingénieur du son qui est derrière une vitre. Mais en fait, c'est plus compliqué pour deux raisons. La première, c'est que dans une interview, vous n'avez plus la maîtrise du déroulé, c'est l'intervieweur qui l'a. Ensuite, parce que les personnes à qui vous vous adressez, c'est pas celui qui vous pose la question, c'est pas l'intervieweur, c'est le public. C'est-à-dire des gens qui parfois même ne sont pas là. Et ça, c'est un exercice mental qui est assez compliqué. Ce qui explique que les interviews de débutants ne sont pas toujours très réussies. Et dans l'interview, il y a des trucs pour éviter les questions délicates. Si un intervieweur vous pose une question qui vous met en difficulté, vous l'approuvez, vous lui répondez « Mais oui, monsieur machin, vous avez tout à fait raison. Ceci étant, vous savez… » Et puis là, vous partez éventuellement pour le démentir complètement, voire vous partez sur un autre sujet. Mais de toute façon, à partir du moment où vous l'avez approuvé, il a baissé sa garde. Et ça va bien vous faciliter les choses. Compliquer une interview, c'est y introduire un adversaire, et là ça devient un débat. Et le débat est l'exercice de communication le plus difficile qui soit. Même les meilleurs communicants, et je pense par exemple à quelqu'un comme Barack Obama, qui a été formé par une des vedettes du genre qui s'appelle David Axelrod, qui a aussi formé d'ailleurs Michel, on s'en rend bien compte de leur mode de communication. Et Barack Obama, c'est un excellent tribun, c'est quelqu'un qui a donné des interviews qui feront date, mais il n'a jamais gagné un de ses débats préélectoraux.
C'est vraiment l'exercice impossible tellement il faut tenir compte de nombreuses choses. Et là aussi, il y a des trucs pour essayer de s'en sortir parce que souvent les candidats cherchent, connaissant la difficulté de gagner un débat, cherchent surtout à ne pas le perdre. Et alors un des trucs, c'est la technique Le Pen qui consiste à passer son temps à essayer de déstabiliser l'adversaire par des provocations, par des ricanements, par des choses comme ça. On en a quand même vu les limites en 2017, surtout quand vous ne connaissez pas vos dossiers et que la personne en face de vous les connaît très bien. Et puis une autre technique, c'est la punchline. Dans un débat assez médiocre, eh ben, vous sortez une punchline dont tout le monde se souviendra, qui va marquer les esprits, du style « moi président, moi président, moi président ». Et ça va marquer les esprits. François Hollande en 2012, qui a trouvé moyen comme ça de ne pas perdre un débat au demeurant assez médiocre. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, toutes ces techniques sont supposées toucher votre émotionnel, donc il faut les regarder avec bienveillance, mais esprit critique. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.